Bienvenue sur Ici Beyrouth. La surdité touche 20 000 personnes au Liban, une déficience qui génère de grandes souffrances. C'est pour cela qu'une semaine du sourd est organisée en ce moment au Liban et dans le monde arabe. Nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur cette déficience avec plusieurs invités tout au long du mois. Aujourd'hui, nous recevions Viviane Matartouma, psychologue et présidente du Bureau libanais de la recherche en surdité, pour parler de la mission de cette ONG qui fête cette année ses 15 ans. Viviane Matar, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Ici Beyrouth. Tout à l'heure, nous allons recevoir des spécialistes qui vont nous parler de la prise en charge médicale de la surdité. Mais avant, vous pouvez nous parler de la mission du BLRS? Voilà, alors le BLRS, Bureau libanais pour la recherche en surdité, a vu le jour en 2007 avec un nombre assez important de professionnels dans le paramédical, dans le médical, dans le pédagogique et le social. Mais comment tout ceci a débuté? Justement, comme je suis psychologue, je travaillais sur le terrain avec des sourds depuis déjà peut-être 25 ans aujourd'hui. Tout a commencé en 1999 où j'ai découvert le terrain. Et puis, je suis devenue membre d'un bureau international d'audiophonologie, le BIAP. Et puis en 2003, le BIAP nous a donné cette idée justement d'avoir un représentant au Liban. Et c'est comme ça que l'idée du BLRS est née. En fait, le Bureau libanais pour la recherche en surdité, c'est le secrétariat national du Bureau international d'audiophоnologie. Donc de 2003 à 2007, ça a mûri avec des associations qui sont des institutions pour sourds au Liban, des médecins ORL, des audiologistes, des pédagogues, des orthopédagogues, également le paramédical qui sont les orthophonistes, les psychologues, les ergothérapeutes, les assistantes sociales. Donc nous sommes toute une équipe de bénévoles. Quelle est la mission du BLRS, justement, avec qui vous travaillez sur le terrain et quels sont vos objectifs? Voilà. Alors justement, c'était de pouvoir assurer aux personnes qui sont déficientes auditives, donc on peut dire malentendantes ou bien sourdes, une certaine continuité, une certaine permanence, une certaine présence, un certain accompagnement. Donc nous sommes dans le domaine scolaire, pédagogique, nous sommes dans le domaine également qui est orientation professionnelle et nous sommes dans le domaine de la guidance parentale. Nous avons également comme mission surtout de faire la traduction et l'adaptation des recommandations internationales du BIAP, parce que finalement le BIAP regroupe plus de 80 pays d'Europe, d'Amérique, où il y a beaucoup de professionnels de la surdité, et ce sont suite à des recherches que les recommandations sont publiées sur notre site, sur les médias, gratuitement. Ils sont dans des booklets aussi qu'on distribue à tous les professionnels dans leurs cabinets cliniques, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour informer, pour prévenir, pour diffuser cette information et pour aider les gens à se retrouver. Votre équipe, elle est composée de quelle voilà. discipline et qui sont vos membres? Alors voilà, nos membres sont tout d'abord du domaine paramédical, donc des orthophonistes, des psychologues et des psychomotriciens nécessairement, des médecins, ORL, chirurgiens, des audiologistes, mais aussi dans le contexte scolaire, nous avons des institutions spécialisées qui sont membres. Donc nous avons tous le même objectif et j'aimerais dire que nous sommes tous des bénévoles. Donc c'est une association à but non lucratif et naturellement tout est gratuit. Nous informons pour prévenir. Ok, et vous avez réussi à prévenir justement? Alors justement, nous sommes assez sollicités dans des écoles par exemple, pour donner des formations, des conférences aux jeunes enfants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la surdité, parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le projet de l'éducation inclusive. Donc, il y a tout le terrain qui doit être informé. Donc, notre information est très importante. Les parents sont très contents parce qu'on leur assure des conférences avec des médecins. Ils ont besoin de poser beaucoup de questions. Mais aussi, les enfants sont très contents parce que, également dans la prévention, à partir d'un certain moment, le jeune se pose des questions. Et il se dit, pourquoi suis-je malentendant ? Donc là, il a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe et le pourquoi. Donc là, on est également dans cette information.
Donc c'est un peu un tout. OK. Et est-ce que vous avez réussi à briser des tabous dans la société concernant la surdité? Alors, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à faire comprendre aux personnes qu'il ne faut pas dire sourd-muet, déjà, parce que les personnes ne sont pas muettes. Donc, quand la personne naît, elle a toutes les capacités de pouvoir parler, mais du moment où elle ne reçoit pas un son, elle va arrêter également d'en sortir un. Donc c'est pour ça que dans l'équipe paramédicale, il y a les orthopédagogues, les orthophonistes qui travaillent aussi l'éducation auditive, qui vont apprendre à ces personnes à discriminer, à entendre donc les sons et de pouvoir également se faire l'exercice de prononcer, de sortir également des sons. C'est toute une éducation, comme l'éducation qu'on reçoit à l'école, il y a une éducation auditive. Donc déjà, ça c'est un tabou. De faire comprendre aux personnes que c'est une personne qui est comme nous, c'est-à-dire la personne qui est malentendante ou sourde, elle a un aspect physique qui est tout à fait régulier. Il n'y a pas de déficience visible. Donc c'est vraiment une déficience qui est invisible et la personne est capable de trouver sa place dans notre chère société. C'est pour ça que nous avons réussi à informer les gens pour les accueillir. Et il faut savoir une chose qui est très intéressante, que les jeunes sourds, ils ont beaucoup envie d'amener les autres entendants dans leur monde. Donc ils sont là à apprendre aux autres les signes pour qu'ils puissent communiquer d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont vraiment très attrayants à ce niveau-là. Docteur Thomas, merci pour votre présence et bonne continuation dans votre mission. Merci de nous avoir invités et de parler à cette occasion-là. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent le docteur Fouad Fatah, chirurgien ORL et professeur à l'université de Balamand, et Joseph Seydin, audioprothésiste. Bienvenue à ICI Beyrouth. Merci. Docteur Fatah, quelle est la fonction de l'oreille? L'oreille, elle a plusieurs fonctions. C'est une fonction en premier de communication, donc on a besoin de notre oreille pour communiquer. C'est une fonction d'alerte, donc pour entendre une voiture klaxonner ou n'importe quel autre type d'alerte, donc elle peut sauver notre vie. La troisième fonction, c'est pour localiser les sons, donc pour savoir d'où proviennent les sons. Et comment se passe le mécanisme de l'audition? En fait, comment ça marche? Il y a une petite vidéo, on peut la regarder. Okay. On peut voir les vibrations du son qui passent à travers le conduit auditif externe, qui est la partie qu'on appelle l'oreille externe. Elle va vibrer le tympan, ça va vibrer ensuite les osselets, il y en a 3. On voit en premier le marteau, l'enclume et en dernier l'étrier. L'étrier, il va vibrer le liquide qui est à l'intérieur de l'oreille interne. Une fois ce liquide vibre, il va vibrer des cellules qu'on appelle les cellules ciliées qui vont créer des décharges électriques et ça va se transmettre à travers le nerf auditif jusqu'au cerveau. Donc pratiquement, l'oreille, elle va transformer l'énergie mécanique, qui sont des vibrations, en énergie électrique qui va être comprise par le cerveau. Ok, alors quand nous parlons de surdité, c'est à quel niveau de ce mécanisme que ça se passe? Ça peut arriver à n'importe quel niveau. Donc ça peut être au niveau de l'oreille externe, ça peut être au niveau de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne. Next, s'il vous plaît. Donc on voit sur cet exemple-là un problème d'agénésie du conduit de l'oreille externe. Donc cet enfant, elle a une surdité qu'on appelle de conduction. Donc le son n'arrive pas au niveau de l'oreille moyenne ou interne. L'autre photo qu'on voit, c'est une otite externe. Donc ça crée le même problème. Donc c'est un problème de l'oreille externe qui empêche le son d'arriver jusqu'à l'oreille moyenne. Next, s'il vous plaît. Ça, c'est d'autres exemples de pathologie de l'oreille moyenne. Donc le son, il arrive là à travers le conduit jusqu'au tympan. Le tympan normal qu'on voit sur la photo d'en haut. Et en bas, on voit les différentes causes qui peuvent entraîner des problèmes de l'oreille moyenne. À gauche, c'est une otite moyenne aiguë, donc il y a du liquide derrière le tympan. Donc le tympan, il ne va plus bien vibrer, donc il n'y aura plus une bonne transmission des vibrations. Dans le deuxième cas qu'on voit en bas, c'est une perforation du tympan. Donc là aussi, c'est un problème de vibration du tympan. Et en dernier, c'est une lésion tumorale, donc qui va entraîner une lyse des osselets, qui va aussi elle-même empêcher la transmission du son. Ça, c'est au niveau de l'oreille moyenne. Next, s'il vous plaît. L'oreille interne, elle a aussi ses problèmes. Donc, les 3 problèmes qui sont le plus fréquemment rencontrés, c'est une surdité qui est secondaire à l'âge. Next, s'il vous plaît.
Donc, ce qu'on appelle la presbyacousie. Tout le monde va l'avoir. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas un traitement médical qui peut prévenir la presbyacousie ou la surdité qui est secondaire à l'âge. Ce qui se passe, en fait, c'est au niveau cellulaire, il y a comme une fatigue. Donc, les cellules dont on a déjà parlé, les cellules ciliées, elles vont se fatiguer, elles ne vont plus bien vibrer. Donc, la transmission et la transformation de cette énergie mécanique en électrique ne va plus bien fonctionner. Donc là, la correction, dans la plupart des cas, ça va être avec une prothèse auditive dont M. Zayden va nous parler plus tard. La deuxième cause de problème qui est très fréquente, c'est la surdité qui est secondaire au bruit. Et ça, c'est un problème très important, il faut toujours le relever. Ça arrive chez les jeunes surtout, quand ils sont exposés à des bruits forts comme des boîtes de nuit, sans protection adéquate, ça va entraîner avec le temps une baisse qui est irréversible et qui est semblable à celle qu'on voit avec la presbyacousie ou la surdité secondaire à l'âge. Mais la différence, c'est qu'on la voit à un âge qui est assez jeune. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est une pathologie qui est évitable. On peut l'éviter. Le fait juste de mettre des protections dans l'oreille, surtout quand on est exposé à un bruit fort, donc ça peut prévenir cette pathologie qui peut être très sévère et qui nécessite parfois un appareillage précoce. Next, s'il vous plaît. Donc là, on voit quelques exemples de bruits qui peuvent être vraiment nocifs. À partir de 85 décibels, donc à partir de cette intensité-là, donc on est sujet à avoir une surdité secondaire au bruit. Comment pratiquement on peut savoir si on est exposé à un tel bruit ou non? C'est très facile. Si on est dans un endroit, par exemple un resto, une boîte de nuit, et on est obligé de hausser notre voix pour parler avec quelqu'un qui est loin de 1 mètre de nous. Donc là, on est forcément exposé à 85 décibels et plus. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir un dégât à long terme si on n'utilise pas proprement une protection. Next, s'il vous plaît. La dernière cause dont je vais parler, c'est l'hérédité. Donc, il y a un enfant sur 800 qui naît avec un déficit auditif. Ce déficit-là, il peut être mineur comme il peut être total. Et ça, c'est très important de les détecter et le plus tôt possible. Parce que la détection précoce, elle assure un traitement qui est précoce. Et plus le traitement il est précoce, mieux on a le résultat. Le résultat auditif sera mieux. Donc, comment se fait le dépistage? Donc, à la naissance, systématiquement, les enfants doivent être dépistés pour Très leur bonne audition. question. Le dépistage, ce qu'on appelle universel, il est déjà pratiqué en Europe depuis une dizaine d'années. Malheureusement, au Liban, on n'est pas toujours là. Bien que le ministère, il conseille un dépistage universel. Ça se fait d'une manière très simple. Il y a un test qu'on appelle auto-acoustic emissions, ou des émissions auto-acoustiques en français. C'est un appareillage très simple. On le met dans l'oreille, un test complètement objectif. On n'a pas besoin de la coopération du nouveau-né. Et elle peut nous donner une réponse oui ou non. Une audition qui est valide ou invalide. Donc si la réponse, elle nous dit que l'audition, elle n'est pas normale, on ne peut pas savoir avec simplement ce test-là si cette perte, elle est mineure, moyenne ou majeure. On sait qu'il y a une perte. Donc il y a des tests qui sont un peu plus poussés, qui s'appellent le ABR, Auditory Brainstem Response, ou le PEA, potentiel évoqué auditif. C'est des tests qui sont un peu plus avancés, qui nécessitent que le patient soit complètement endormi. Sinon, la réponse, elle n'est pas trop fiable. Mais avec ce test-là, on peut avoir le niveau de l'audition. Donc, on peut dire aux parents que votre enfant, il entend d'une manière, disons, moyenne, ou d'une manière très faible, ou d'une manière acceptable. Donc, et dépendamment du résultat, et c'est ce que M. Zayden va nous parler, il y aura un traitement qui est adapté. Monsieur Zayden, quelle est la prise en charge d'une personne sourde? Dépendant de chaque genre de surdité, l'enfant est pris en charge. Une surdité légère à moyenne, l'enfant peut être intégré dans une école normale. Une surdité sévère, dépendant de la cause de sa surdité. Est-ce que c'est une surdité de naissance ou c'est une surdité qui est survenue après la naissance? Dépendant de son langage, ce garçon doit être pris en charge par des institutions spécialisées ou aidé par quelqu'un. Les surdités profondes, bien sûr, ça va être pour les surdités, les institutions spécialisées, surtout au Liban.
En parenthèse, en Europe, ils ont des accompagnateurs qui peuvent être avec eux durant tout leur processus éducatif. Tandis qu'au Liban, ça ne se fait pas. La prise en charge. Alors, on va parler des prothèses, je suppose. On va c'est parler ça? des prothèses. C'est principalement les slides. prothèses qui... Avant de parler de la prothèse, simplement, je voulais vous faire voir ce petit schéma. Dans la partie droite, vous avez les sons graves. Dans la partie gauche, vous avez les sons aigus. Les sons graves, eux, donnent la puissance de la parole. Par contre, les sons aigus donnent la compréhension. Chez une personne qui a une surdité pareille, elle vous dit que j'entends très bien, mais malheureusement, elle ne comprend pas. Surtout quand elle est confrontée à un petit bruit ou à 2 ou 3 personnes qui parlent, l'audition devient nulle. Chez une personne entendante, le niveau entre bruit et parole doit être de 5 décibels. Par contre, chez un malentendant, il doit être 15 décibels pour qu'il puisse entendre, pour qu'il puisse comprendre plutôt. Quels sont les critères pour choisir une prothèse? La première chose, c'est le degré de surdité. Une surdité en pente de ski, ça veut dire bonne conservation dans les graves et aigus qui chutent. Exemple, je ne pourrais pas leur mettre un contour d'oreille, un intra. L'intra est difficile à mettre parce que ça va créer des bruits à l'intérieur de l'oreille et il ne pourra pas entendre comme il faut. Ce genre de surdité, exemple, je serais obligé de leur mettre un petit contour avec un petit tuyau qui conduit le son, avec une petite tips qui est ouverte pour laisser le son grave qui réside dans le conduit auditif de sortir vers l'extérieur. La dimension de l'oreille est très importante. Il y a des gens qui ont de grandes oreilles. On peut mettre tout l'appareil avec l'électronique. D'autres, ils ont des conduits qui sont très petits. C'est difficile de mettre un appareil à l'intérieur. Le genre de travail et les besoins d'écoute de la personne. Une personne qui est à la maison, qui ne fait rien, je peux lui donner une prothèse, un bas de gamme, mais qui peut lui faire entendre la bonne conversation. Par contre, chez une personne qui est en train de travailler, qui a besoin d'écouter, il a besoin de comprendre, je suis obligé de lui donner des prothèses des hauts de gamme. La quatrième chose, c'est la dextérité du patient. Si un patient n'a pas une bonne dextérité, c'est difficile de lui donner une prothèse non adéquate. C'est pour ça qu'on doit parler avec le patient pour voir sa dextérité. Cinquièmement, c'est le problème esthétique. Tout le monde aime les intras, mais malheureusement, les intras, on ne peut pas les mettre chez tout le monde. Malgré que nous avons des prothèses qui sont trop petites, qui arrivent près du tympan, le IIC, ces prothèses, on ne peut pas les mettre chez n'importe quelle personne. Dernièrement, nous avons le problème financier. Le problème financier, maintenant, nous avons un grand problème. Les prothèses, les bas de gamme sont aux alentours de $500 pour arriver à $2400 la prothèse, les hauts de gamme. Bien sûr, les prothèses ont évolué avec la technologie. Maintenant, ce sont des ordinateurs qui ont une très grande puissance. Simplement pour vous donner une idée, la prothèse, la toute dernière, elle est beaucoup plus puissante que le i9 de 50 fois. Ça veut dire que la vitesse de calcul est très grande, ce qui fait que nous avons un bon filtrage des sons. Juste une question. Quand on met une prothèse auditive, est-ce qu'on la met et ça y est, on peut entendre, ou bien il y a des réglages à faire, parce qu'il y a des sons qu'on n'entendait pas avant, qu'on va entendre. Ça peut perturber la personne peut-être? Quand on met des lunettes, la première fois qu'on met les lunettes, on est un peu gêné. Okay? Ça demande un peu de temps pour s'habituer, s'accommoder. En ce qui concerne la prothèse, il y a des sons que le patient n'a pas entendus durant un bon bout de temps. Et si je vais lui faire entendre ces sons, il va être très dérangé.
C'est pour ça qu'on doit partir avec le patient, au fur et à mesure, augmenter la puissance pour arriver au niveau voulu. Exemple, si je dis balcon ou jambon, il peut se tromper. C'est pour ça que nous demandons au patient de faire des exercices lui-même. En Europe, il est obligé de faire des séances d'orthophonie pour faire une éducation auditive de nouveau, parce qu'il il commence à entendre de choses nouvelles. L'éducation auditive est très importante pour qu'il commence de nouveau à apprendre ce qu'il a oublié. D'accord. Docteur Fatah, on sait qu'il y a les implants cochléaires qui sont indiqués dans des cas vraiment très précis. Est-ce qu'on peut rapidement en parler? Bien sûr. Je vais juste, disons, parler un peu de la chirurgie de la surdité, pas seulement de l'implant. Parce qu'il n'y a pas que les prothèses, heureusement. Désolé, Joe. On a un travail aussi. Donc, pour les enfants qui ont du liquide derrière le tympan, il y a une opération qui est très simple, ce qu'on appelle les aérateurs. On met un petit drain dans le tympan et ça va corriger la surdité. Ça, c'est le problème 1. Problème 2, qu'on a un problème disons, d'agénésie de conduit. Il y a un implant spécial qu'on appelle un implant en ancrage osseux. Il peut contourner tout ce problème. On peut avoir une bonne audition. Par exemple, il y a un problème au niveau de l'oreille moyenne avec un tympan qui est perforé. On peut le réparer. On peut faire une chirurgie pour réparer ce tympan et restaurer l'audition. Mais dans les cas où il y a un problème de l'oreille interne et que la prothèse n'est pas capable de donner un bon résultat, on sait qu'elle n'est pas capable de donner un bon résultat, par exemple pour des surdités qui sont profondes. Donc c'est une surdité qui n'est pas, qu'on appelle amplifiable. Il n'y a pas assez de réserve cochléaire pour l'amplifier. Dans ces cas très précis, on fait une chirurgie qui s'appelle l'implant cochléaire. C'est un implant, c'est pratiquement un ordinateur qu'on implante directement dans l'oreille interne. Donc il y a une partie qui va dans l'oreille interne, il y a une autre partie de l'ordinateur qui va sous la peau, et il y a une autre partie, ce qu'on appelle le processeur, qui est en externe. Donc cet implant, il n'est pas totalement implantable, bien que ça va exister dans le futur, mais pour le moment, c'est un implant qui est fait en 2 parties, une partie qui est implantée, une partie qui est externe, qui va donner l'appui, c'est comme, disons, la batterie et le processeur de cet implant. Pour choisir ces candidats, il y a des critères qui sont très spécifiques. Il faut avoir un très mauvais résultat avec la prothèse, ou on sait d'emblée qu'il y aura un très mauvais résultat avec les prothèses. On sait qu'il ne va pas pouvoir discriminer la parole, parce que ce qui importe pour nous, c'est la discrimination de la parole, l'intelligibilité, ce qu'on appelle l'intelligibilité. Donc, si la prothèse, elle donne des sons, mais aucune intelligibilité, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième chose, il faut faire un bilan psychologique pour le patient, pour les parents qui vont accompagner ce patient, pour savoir que ce patient-là, il va être bien suivi, il va avoir un bon résultat. De plus, le critère très important, c'est que vous pouvez vous poser, donc tout le monde, il peut entendre avec un implant cochléaire. La réponse, c'est non. Les patients qui sont déjà d'un certain âge et qui n'ont jamais entendu auparavant, donc le cerveau n'a pas été pu programmer pour l'audition, même si on les implante, ils ne vont pas pouvoir entendre. Ils vont entendre des bruits, mais ils ne vont pas jamais pouvoir comprendre les mots. Par contre, les enfants qui sont à très jeune âge et qui ont une surdité totale, ils vont avoir un résultat qui est fabuleux. De même, pour les adultes qui ont perdu plus tard, avant ils entendaient, ils étaient capables de parler, qu'on appelle les post-linguaux, donc ils étaient capables de parler auparavant, et qu'ils ont perdu l'audition pour n'importe quelle cause, ils peuvent entendre à nouveau. Donc, vraiment, si on suit vraiment bien les patients dès leur naissance, on ne doit plus avoir des sourds, à quelques exceptions près. D'accord. Monsieur Zaidine, une personne qui ne peut pas profiter d'une prothèse auditive ou bien d'un implant cochléaire, est-ce qu'il y a des solutions pour elle, pour une personne sourde? Bien sûr, il y a des solutions. Même chez les personnes qui profitent des prothèses, ces solutions existent. Exemple, si nous regardons cette maison qui est bien équipée, nous avons la chambre à coucher, nous avons un petit vibrateur qui se met sous la tête comme réveil matin, nous avons un petit stroboscope qui alerte la personne que quelqu'un est venu chez lui, qui a sonné la porte. Au niveau de la cuisine, nous avons des alarmes. Au niveau
la télévision, nous avons une loupe magnétique ou un casque spécial pour les aider à écouter. Au niveau du bureau, on peut avoir des choses aussi comme, comme ceux de la télévision pour pouvoir écouter, surtout avec ces temps-ci, les questions La politique peut-être. Est-ce qu'on en profite au Liban ou bien cette technologie n'est pas encore appliquée? Cette technologie se trouve au Liban, mais vu que les prix sont un peu chers, rares sont les personnes qui les utilisent. Mais nous devons toujours les mentionner parce que ce sont des aides aux malentendants pour améliorer leur train de vie. Que ce soit les téléphones, que ce soit tout ça, ils existent. D'accord. Donc, je suppose qu'il va y avoir un suivi psychologique aussi après l'implantation. Un suivi psychologique, un suivi audiologique, Bien sûr. un suivi orthophonique, un suivi médical et même un suivi génétique. Ce n'est pas D'accord. juste un suivi psychologique. D'accord. C'est tout un suivi qu'il faut le faire. C'est tout un bilan qu'il faut le faire avant, durant, après l'implantation. D'accord. Docteur Fattah, Monsieur Zaiden, je vous remercie. Nous aussi. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web, notre application et l'ensemble des réseaux sociaux.